Merci beaucoup, cher Rémi. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonjour à tous, nous allons tenter d'ensoleiller votre fin de journée avec Philippe David. Ça va, Philippe ? Bonsoir Cécile de Ménibus, ça va très bien. Je me doute que ça va être ensoleillé, vous savez pourquoi ? Non. Parce qu'on a deux retours de vraies voix, dont une dont le prénom est René, je ne dis pas qui c'est, qui a dit, il se prend pour Johnny Hallyday, il dit qu'il allait allumer le feu. Ah bon ? Oh, il peut chanter pendant qu'on y est, vous me direz, hein, non ? Ça, c'est le même principe que les gens qui disent « Je vais te raconter une histoire, elle est très drôle ». Et généralement, elle est pas drôle. Moi, elle est pourrie. Pourquoi vous dites ça en me regardant ? Parce que vous venez de le faire. Merci, Philippe. C'était très drôle, Philippe. Vous avez remarqué ce sketch avec Philippe Bilger ? C'est en deux temps. C'est-à-dire, je balance un truc et il rebondit. Cécile me lance. Oui, c'est en 2 temps, 3 mouvements, c'est ça. C'est ça. En Et tout cas, c'est gentil. Il y en a deux qui améliorent l'atmosphère. Bah ouais. Vous aurez noté que nous, ma bien chère sûr, Cécile, on embellit. nous ne sommes pas visés par ce monsieur. Voilà, Et c'est c'est ça. qui ce monsieur ? Ce monsieur qui Cette dit personne. que seulement Madi et René embellissent l'atmosphère. J'ai jamais dit ça. vous l'avez avez dit. des problèmes d'audition ou de compréhension ? Vous l'avez voulu. En tout cas, vous avez voulu le dire. En tout cas, exactement. Et c'est ce qu'on appelle de l'anticipation de pensée. Et il a bien fait de vous arrêter avant que vous partiez en cacahuète. Pour être poli. Allez, on vous souhaite la bienvenue, c'est vendredi, c'est un peu plus détendu, même si l'actualité est grave. On va en parler justement au sommaire de cette émission à 17h30, le grand débat du jour. Et la Jordanie qui a reconnu avoir intercepté des engins volants dans son espace aérien lors des attaques perpétrées le week-end dernier par l'Iran, une déclaration perçue comme un aveu de soutien à Israël. Dans la presse américaine, on lit également que l'Arabie Saoudite aurait partagé des renseignements, des images de radar et ouvert son espace aérien à l'État hébreu. Alors parlons vrai, est-ce que cette attaque annonce le démarrage d'un nouveau conflit au Proche et au Moyen-Orient ? Est-ce que les USA vont renforcer leur soutien à Israël ? Est-ce qu'Israël, qui n'a toujours pas reconnu les faits, est à l'origine, d'après vous, de ces frappes sur l'Iran ? Et à cette question, frappe israélienne sur l'Iran, les pays arabes modérés doivent-ils soutenir officiellement Israël ? Vous dites oui à 53%, vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et notre invité du jour, Emmanuel Razavi, un grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h30. Emmanuel Macron dit soutenir que chacun puisse exprimer sa voix. Le chef de l'État prend ses distances avec la décision du préfet du Nord qui a fait interdire cette conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine hier soir. Un abus de pouvoir selon le leader insoumis. Il y a quelques jours, un événement réunissant des leaders nationalistes européens dont Éric Zemmour avait été annulé en Belgique pour raison de troubles à l'ordre public aussi. Alors parlons vrai, à partir de quoi peut-on interdire la conférence ou le meeting d'un parti politique ? Va-t-on vers une restriction de la parole, voire même plus loin, pourquoi pas de la pensée ? Est-ce que ces interdictions vont se multiplier au fur et à mesure qu'approchent les élections européennes ? Et à cette question, interdiction des conférences de Mélenchon et Zemmour, la liberté d'expression est-elle en danger ? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger, bien entendu, est avec nous. Ça va, mon Philippe ? Ah oui. Vous avez fini c'est votre un vendredi. déshabillage, c'est bon ? Alors j'ai un peu de tristesse pour lundi tout de même, parce que j'aime beaucoup l'animateur mâle, mais l'animatrice femelle, le terme n'est pas très beau, va beaucoup me manquer. Ah, merci, mon Philippe Bilger. Non, vraiment. Non, mais je serai pas très loin. Je serai très loin. Oui, vous avez dit mal, M-A, accent circonflexe, L-E, pas M-A-L. Bien sûr. Ça dépend Vous des fois. êtes un homme extrêmement gentil, faut être juste. Bah, il a au moins ça, hein, on peut pas. Il l'assure évidemment, là vraiment. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Alors, je suis hyper heureux d'être avec vous, Oui. même si on m'a dit que depuis 2 semaines, le vendredi, l'audience était en baisse. Pourquoi ? Parce que vous étiez pas là. Bravo. Et même si on m'a dit, en présentant m'a dit. Même si on m'a dit, vous m'avez dit. mais moi, je n'ai rien dit. Excellent. M'a dit. Je n'ai rien dit. Oui, mais m'a dit, Saïdi est avec nous. Même si. Voilà. Si. Ça va, Madi ? Je sais qu'aujourd'hui ça va remonter. à fait. Voilà. Ah oui. Je vais très bien. Ça va cartonner. Je vais très bien et ça me Alors, fait plaisir de vous retrouver. Et je vous rappelle que Madi Saïdi est conseillère en communication d'influence et auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Et on n'aime pas trop quand elle est d'ailleurs, on préfère qu'elle soit chez nous. Moi, j'ai remarqué qu'on ne dit pas ce que je suis, moi. Mais c'est René Chiche.
Vous l'avez pas dit. Le plus grand patron de presse de l'histoire. Non, je l'ai dit. Bien sûr que je l'ai dit. Pourtant, elle l'a dit. Vous n'avez pas écouté, cher René. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes d'audition chez les vraies voix aujourd'hui. Entre Philippe Bilger et René Chiche. René, il y a beaucoup de brouhaha. Est-ce que vous pouvez arrêter d'être recentré sur vos mails? Mais pourquoi? C'est compliqué, c'est. Est-ce qu'on peut Pourquoi partager moi, je suis moi, René Chiche, je ne suis pas modeste. Moi, René Chiche, moi, je... Ma parole. Allez, 0826 300 300 et on part au standard avec Frédéric qui nous appelle de Marmande. Ah. Bonjour Frédéric. Bonjour Cécile, bonjour Maddy, bonjour à René et bonjour les deux Philippe. Bravo. Moi je dis bravo. Très sympa, très sympa. Fabuleux. Ça va Frédéric? J'ai pas de mérite, je suis un grand fan. Merci. Vous êtes trop mignon. Si, déjà, on vous remercie d'être un grand fan parce que on n'est pas aidé avec Philippe Bilger. Hein. Il y a vous poussez loin la tolérance. Je peux vous assurer que c'est pas Noël tous les jours. Bon, bref. Vous voulez intervenir sur quoi, mon cher Frédéric? Moi, c'était sur le couvre-feu. Ah, sur le couvre-feu. Vous bougez pas. On va faire un petit tour sur le répondeur au 0826 300 300. Oui, bonjour, c'est Gilles de Montpellier. Je me permets de vous appeler pour le sujet comme hier d'ailleurs. Vous parlez des mineurs et des délinquants mineurs et puis de tous ceux qui en fait galèrent. Faut dire ce qui est. Ils vont vers le plus offrant. Alors, prenons le début par le début. On prend tout le monde est bien payé, tout le monde a un salaire, et mieux payé que tous ces petits délinquants. Ils iront pas faire la délinquance, ils iront travailler. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde soit bien rémunéré pour que les enfants voient que leurs parents travaillent en étant bien rémunérés, et comme ça, tout le monde va bien. C'est ça qu'il faut faire dans ce pays. Voilà, bonne journée, et puis à bientôt. Alors j'ai peur que ce soit un petit peu simpliste, mon cher Gilles. Parce que quand on voit qu'un chouf gagne 3 000 € par mois sans rien faire, sans cotisation nette, etc., c'est sûr que bien payer les gens, mais sachant qu'un simple chouf prend plus de 3 000 € par mois, ça va être dur de les payer aussi bien. Ce sera pas suffisant en tout cas pour entraver la délinquance des mineurs. Non, moi j'avais cru comprendre qu'il parlait des parents des enfants. Non, mais que les parents soient bien payés, que si tout le monde est bien payé, il n'y aura plus de trafic de drogue. Oui, ça c'est sûr. Mais vous avez des fois des parents qui sont bien payés, qui ont parfois des enfants délinquants. Hein. Oui, ça n'a pas rien dire. Franchement, c'est pour ça que j'ai... ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et puis effectivement, un chouf, ça gagne 3 000 € à pas faire grand chose aussi. Donc il y a aussi un rapport oui, c'est vrai. L'argent qui est très facile. Et même une société idéale aurait des délinquants. Complètement. C'est vrai que 3 000 € par jour assis sur une chaise. Par mois. Par jour, c'est pour les gros trafiquants, ça, oui, 3 000 € par jour. J'ai dit par jour? Oui. Ah bon, pardon, par mois. J'ai des preuves. Vous avez des preuves? Ok, très bien. Parce que, ok, d'accord. On marche, on fonctionne comme ça maintenant. Ok, très bien. Mais excusez-moi, mais là, sorte de contrôle. Moi, je vais travailler avec un huissier à partir de maintenant. Écoutez, je vous prends un pari, deal. Allez, retour à Marmande avec Frédéric et le sujet du couvre-feu, mon cher Frédéric. Oui, donc en fait, en aparté, je vous dirais, la méthode d'auto, elle a connu ses limites, quoi. Là maintenant, il faut pas frustrer les enfants. Donc maintenant, on voit un peu ce que ça arrive, ce que ça donne. Et puis, alors, moi, sur le couvre-feu, je dis, pourquoi pas le couvre-feu, mais bon, sans grande conviction, mais bon. Il faut bien tenter quelque chose, hein, vu au point où on en est arrivé, il faut bien tenter quelque chose. Mais Frédéric, on a eu un maire hier en ligne qui nous a dit qu'il mettait en place le couvre-feu pendant des périodes estivales et ça fonctionne. Ouais. Alors je suis pas sûr que ça fonctionne partout. Robert Ménard l'avait proposé il y a longtemps et il l'a fait, mais vous avez raison Cécile et Frédéric, je partage absolument son avis. Si on généralisait le couvre-feu pour les mineurs de 13 ans, en dessous de 13 ans, qui n'ait pas le droit de sortir, disons à partir de je ne sais quelle heure, mais ça changerait, je pense, radicalement les choses. Absolument. René ? Oui. Alors, pourquoi pas? Moi, je suis pas du tout opposé au couvre-feu. Maintenant, est-ce qu'il faut le généraliser sur la durée pendant des mois, des années? Ça, c'est quand même une vision quand même de la société quand même qui est quand même très oppressive. Mais un gamin n'a rien à faire dehors. Non, mais d'accord, mais enfin, à 10 ans, le tester seul. Attention. Non, mais je suis d'accord, mais le tester, mais ensuite le faire durer pendant combien de temps? Tout le temps, ensuite?
Bah pourquoi pas. Jusqu'au retour d'une vie normale, peut-être. Une vie normale, oui. A priori, c'est naturel qu'un gamin de moins de 13 ans soit pas dehors à certaines heures. Non, mais j'ai pas dit le contraire. En vrai, le couvre-feu, c'est celui des parents, parents responsables. Après, je suis pour le tester, oui. Après, il y a des mamans qui travaillent le soir ou des papas qui travaillent le soir. Difficile d'enfermer ses enfants à la maison. Mais bon, après, absolument. Mais je proposerais de rajouter un couvre-feu pour certaines personnes. Voilà, en me regardant bien sûr. Non mais René Chiche, on va lui mettre un couvercle. Non, juste un mot, parce que des fois, même quand il y a des interdictions, ça n'empêche pas, malheureusement, c'est vrai, on l'a remarqué, les jeunes, c'est pour ça que je suis pour le tester, mais pour le vraiment... Moi, je trouve pas ça mal. Moi, je trouve ça je trouve que c'est une bonne idée. Il faut au moins tester. En plus, j'ai pas dit que c'est pas une mauvaise idée. En plus, je pense que ça peut aider les parents qui n'ont plus d'autorité sur leurs enfants. Ça peut les aider. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, Cécile, les résultats du maire hier sont impressionnants. Sont satisfaisants, effectivement. Merci Frédéric, vous restez avec nous durant l'été. Durant les périodes d'été. Pardon, excusez-moi de vous avoir interrompu. Où il n'y a pas d'école. D'accord. Voilà. Okay. Frédéric, vous restez avec nous. On est ravis de vous accueillir dans l'émission. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu, parce qu'il faut reprendre un peu de sérieux quand même. Parce que là, ça part un peu dans le... bref, à volo. Encore une fois, pour être poli. Le réquisitoire du procureur, enfin, sujet sérieux. Contre ceux qui comptent en amour. Et c'est très sérieux, ma chère Cécile. Ça n'est pas destiné à ceux qui se croient des Superman. C'est ça. Vous parlez allez, c'est vous, Philippe. On n'a plus besoin de vous. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et s'il ne devait en rester qu'un, ce serait moi. Non, un homme avec un grand H. Oui. Voilà. Vous avez vu comme je parle de moi? Je sais pas. Heureusement que je compte pas sur René Chiche, parce que sinon... C'est le duo des modestes. Je l'ai contaminé. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h et on espère que vous passez déjà un bon moment. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, ce sera avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on? 1500 personnes réunies pour une marche blanche à Grande-Synthe. Ils réclament justice pour Philippe dans le Nord. Le consulat iranien à Paris bouclé cet après-midi. Un homme a été arrêté pour des menaces. Et puis un défilé de chameaux et de dromadaires en plein Paris, interdit par la préfecture de police. On leur propose plutôt le bois de Boulogne ou de Vincennes. En 3 mots, ça donne justice, consulat et camélidés. En tout cas, nous sommes avec Philippe Bilger et avec René Chiche et Madi Saedi. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Un réquisitoire qui pourrait se résumer à une phrase, monsieur le procureur: quand on aime, on ne compte pas. Oui, mais j'ai donné l'impression de badiner tout à l'heure parce que je sais que certains, dans les vraies voix, se haussent du col un petit peu dans le domaine de la virilité. Et il y a des études scientifiques très sérieuses qui ont démontré qu'en réalité, cette manière un peu obsessionnelle d'avoir une approche quantitative pour l'amour, qu'on soit jeune ou moins jeune, est une catastrophe psychologique et même sur le plan de la technique amoureuse, n'est-ce pas Philippe? Pourquoi vous prenez à tes points? Et donc, c'est très intéressant de voir à quel point, et là sérieusement, on peut démontrer qu'une certaine atmosphère de rentabilité amoureuse, caractérisée par des expertises et des sondages, est catastrophique pour les jeunes générations et démobilisatrice en quelque sorte pour les générations plus... Voilà. Et donc je serais curieux, ma chère Cécile, de connaître votre point de vue sur cette approche trop souvent exaspérante de la part de certains hommes, objectivement, au-delà des vraies voix, cette manière de se vanter. Rien n'est plus insupportable, je trouve, dans le domaine de l'amour. On aura un homme, une femme, on commence par la femme. Oui. Madi Saidi. Je suis complètement d'accord. Moi, je suis pour les rapports singuliers, uniques. Et je trouve que ça n'apporte absolument rien. Sauf une question d'ego, peut-être. René Chiche. Pas au sens propre. Non, je n'ai pas dit ça.
Moi, mon deuxième prénom étant Rocco, je ne me sens pas du tout concerné par ce que vous dites. Mon Dieu. Excusez-moi. Non, je plaisante. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, mais en plus, aujourd'hui, c'est encore Emmanuel pire Razavi, qui est dans les starting blocks, est déjà mort de rire. C'est encore pire qu'avant avec, c'est vrai, malheureusement, c'est un peu banal de dire ça, mais c'est les réseaux sociaux qui ont amplifié cette envie d'être hyper performant. D'ailleurs, même la jeunesse d'aujourd'hui a quand même maintenant une notion de la sexualité qui est, c'est même plus du sport, quoi. Ça doit être une performance à tout va. Et c'est vrai que moi, ma génération n'était pas comme ça. Hein. On avait des rapports tout à fait réguliers, je dirais, mais sans tomber dans la performance à tout va. Donc j'approuve ce que vient de dire notre maître. On a encore une chose. On a pu Dommage, ça aurait pu durer très très longtemps. Tout de suite, ça aurait changé pour vous. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont justice, consulat et camélidés. 1500 personnes environ réunies à Grande-Synthe dans le Nord pour réclamer justice et se souvenir de Philippe, 22 ans. Le scénario d'un guet-apens via un site de rencontre semble se préciser. Le consulat iranien à Paris a été bouclé une partie de la journée. Un homme interpellé après avoir proféré des menaces. Aucun explosif retrouvé sur place selon les premiers éléments. Et puis les chameaux et dromadaires n'auront pas le droit de défiler près de la Tour Eiffel. La préfecture de police de Paris propose les bois de Boulogne ou bien de Vincennes, n'en déplaise aux organisateurs passionnés de camélidés. Les vraies voix Sud Radio. 2 mineurs de 14 et 15 ans présentés à un juge d'instruction aujourd'hui pour meurtre en bande organisée. Ils reconnaissent avoir battu à mort Philippe, 22 ans, à Grande-Synthe dans le Nord. Le scénario d'un guet-apens via un site de rencontre semble se préciser. Environ 1500 personnes ont participé à une marche blanche tout à l'heure, parmi lesquelles Yacine, un ami de la victime. La seule chose qui importe aujourd'hui, c'est la justice et la mémoire de Philippe. Toute autre parole serait vaine. Dans la soirée, du lundi 15 au mardi 16, des criminels s'en sont pris à un innocent et l'ont laissé pour mort sur le bitume. Pourquoi ? Pour rien. Philippe a laissé derrière lui une famille, des amis, des proches, des collègues. Sa disparition a suscité l'émoi dans notre petite ville de Grande-Synthe et un peu partout en France. Ça fait mal d'entendre toutes sortes d'hypothèses et de rumeurs, au coin de la rue, à la télé, à la radio, sur les réseaux. Ça fait mal quand certains ne voient dans le drame qui nous touche qu'une opportunité pour parler d'eux. Et le Parisien aujourd'hui en France livre ce détail sordide sur le déroulé de la garde à vue. L'un des 2 mineurs interpellés, confronté à la photo du visage défiguré de la victime, n'aurait pas pu s'empêcher de réprimer un rire. 2 mineurs de 14 et 15 ans qui ont donc reconnu les faits, qui auraient tous deux grandi dans un environnement familial extrêmement violent. Très belle intervention d'Yacine. Et il faut accepter l'idée que les criminels les pires sont d'abord des imbéciles. René Chiche. Ah bah oui, de toute façon, et puis quel que soit l'âge, je crois que la punition pour ce genre de personnage doit être très importante. Alors maintenant, toujours des... Ce qui me choque, c'est l'âge des mineurs. Ils sont jeunes et ils n'ont jamais peur. Ils vont toujours plus loin. Et effectivement, j'espère que la justice sera au rendez-vous de la punition. Une punition à la hauteur de la gravité des faits. Allez, le deuxième mot, consulat. Le périmètre autour du consulat iranien à Paris a été bouclé une partie de la journée après une alerte. Un homme interpellé tout à l'heure, mais aucun explosif n'a été retrouvé à ce stade. Un témoin a cru voir quelqu'un en train de rentrer dans ce consulat d'Iran en France à Paris avec une grenade ou un gilet explosif. Le quartier a rapidement été bouclé dans le 16e arrondissement de la capitale. Trafic interrompu sur les lignes 6 et 9 du métro. Alors selon les premiers éléments, l'homme interpellé serait un homme né en Iran en 1963. Il est sorti de lui-même du consulat et aurait proféré des menaces de passage à l'acte violent. En tout cas, cette actualité forcément trouve un écho particulier vu le contexte international très tendu. Ces frappes la nuit dernière dans le centre de l'Iran, une possible riposte israélienne aux attaques sur son sol le week-end dernier. Les appels à la retenue se multiplient dans le monde entier. On va en parler évidemment dans le grand débat des vraies voix. Et on passe au rolling IFOP fiducial des Européennes pour Sud Radio, Le Figaro et LCI. Oui, avec un rapport de force assez stable. Le RN premier perd un demi-point à 31,5%. Renaissance et Alliés deuxième restent à 17,5%. Le PS et Place Publique sont à 11,5%, là aussi comme hier. Voilà pour le trio de tête. Le rolling est à retrouver au complet tous les soirs à 17h sur sudradio.fr. Et puis le troisième mot, camélidés. Les chameaux et dromadaires ne semblent pas être les bienvenus en plein Paris. Oui, les chameaux, les dromadaires qui devaient défiler demain sous la Tour Eiffel, sauf que la préfecture de police a interdit hier la manifestation via un arrêté. Elle propose les bois de Boulogne ou de Vincennes, un coup dur pour cet événement de la Fédération française pour le développement des camélidés et pour son organisateur Christian Schottel, qui est aussi le maire de Janvry dans l'Essonne. C'est
tout ce que je voulais pas, ne serait-ce qu'en termes d'image pour notre pays, et vis-à-vis de nos 34 pays étrangers qui ont fait le déplacement pour venir. Le seul titre que la préfecture peut pour interdire une manifestation, c'est au titre de risque à l'ordre public. C'est très très rare que les dromadaires cassent des vitrines. J'ai l'impression que le préfet de police est coincé entre visiblement les désirs de la mairie du 7e arrondissement et de sa très célèbre maire, et le désir de faire respecter la loi, et que donc il s'est senti obligé en dernière extrémité de faire ça, mais qu'il sait qu'il va dans le mur. Un propos recueilli par Louis de Kergorlet. Les Chameaux, Mélenchon et Zemmour, c'est même combat. C'est interdit finalement. Merci Félix Mathieu. Allez, dans un instant, le grand débat du jour. Des explosions entendues ce matin près d'une base militaire en Iran. La presse américaine évoque une attaque israélienne, mais l'État hébreu refuse de commenter, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que cette attaque annonce un conflit qui va se durcir et s'étendre au Proche et au Moyen-Orient? Est-ce que les USA vont renforcer leur soutien à Israël? Est-ce que, à votre avis, Israël, qui n'a pas reconnu les faits, est responsable des frappes de ce matin? Et à cette question, frappe israélienne sur l'Iran, les pays arabes modérés doivent-ils soutenir officiellement Israël? Vous dites oui à 55%. Vous voulez réagir? Jordan attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Emmanuel Razavi est avec nous, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'un pays qui intercepte des engins et qui ouvre son espace aérien est forcément en soutien à Israël? Ah oui, de façon indirecte, évidemment, mais oui. On en parle dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix ce vendredi jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça se passe bien, Philippe, hein? Ah, ça se passe bien. Ils sont en forme aujourd'hui, les Vraies Voix. Je sais pas ce qu'ils ont là. C'est Philippe Bilger et c'est un sujet. Ouais. Peut-être. Ils entendent mal, mais ils parlent bien. Comment? Avec bien sûr nos amis René Chiche. Bonsoir. Directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Bonsoir. 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 C'est bonsoir. Madi Saïdi, conseillère en communication d'influence et auteur de Française, venue d'ailleurs publier chez Stock. On vous souhaite la bienvenue tout de suite. Le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il y a Israël qui a répliqué aux attaques de l'Iran en visant plusieurs sites militaires. L'Iran a activé sa défense aérienne dans la nuit, affirmant avoir abattu 3 drones au total. Ce sont des frappes, oui, mais assez modérées. Le risque d'une situation hors de contrôle dans la région est bien réel. Dans la région d'Ispahan, il y a un grand complexe nucléaire et industriel qui est le site de Naranz. Donc c'est lui qui a été visé. Si le régime israélien agit contre les intérêts de l'Iran, notre prochaine réponse sera immédiate et à un niveau maximum. Et la Jordanie a reconnu avoir intercepté des engins volants dans son espace aérien lors de l'attaque perpétrée le week-end dernier par l'Iran. Une déclaration perçue comme un aveu de soutien à Israël. Dans la presse américaine, on lit également que l'Arabie Saoudite aurait partagé des renseignements, des images de radar et ouvert son espace aérien à l'État hébreu. Alors parlons vrai. Est-ce que cette riposte présage d'une extension du conflit au Proche et au Moyen-Orient? Est-ce que les USA vont renforcer leur soutien à Israël? Est-ce que pour vous, Israël, qui ne l'a pas reconnu, est bien responsable des frappes de ce matin? Frappe israélienne sur l'Iran, les pays arabes modérés doivent-ils soutenir officiellement Israël? Vous dites oui à 54%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 où Jordan prendra vos appels. Emmanuel Razavi est avec nous, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir Emmanuel Razavi, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, la situation se complexifie un petit peu avec des pays finalement qui montrent qu'ils sont plutôt enclins à soutenir Israël, mais sans vraiment le dire. Oui, au risque d'apparaître un petit peu naïf aux yeux de notre ami Emmanuel Razavi, je suis frappé, et je l'ai déjà dit un ou deux jours, par ce mélange de riposte et de prudence. La riposte d'Israël était inévitable, mais il me semble que la volonté d'Israël de ne pas se rengorger en mettant l'accent sur elle, et de la part de l'Iran de ne pas faire un sort public à ce qui s'est passé avec, si j'ai bien compris, des drones tirés de l'intérieur de l'Iran, montre que les parties en confrontation sont conscientes du risque considérable. Et pour répondre directement
justement à l'interrogation de Sud Radio. Oui. Moi, je craignais que la barbarie du 7 octobre ait porté gravement atteinte à cette sorte d'accord de certains pays arabes avec Israël. Et est-ce que je me trompe? Mais j'ai l'impression que, au fond, ces pays arabes modérés continuent à rester sur une ligne totalement acceptable. René. Oui, alors déjà, il ne faut pas oublier que Israël fait partie du commandement central des États-Unis au Proche-Orient, où il y a aussi d'autres pays, en particulier l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, la Jordanie, je crois bien aussi, l'Égypte. Oui, et je vous sais, et il y a 2 ans, il y avait une grande réunion en Égypte avec ce commandement central qui préparer une éventuelle défense ou riposte en cas d'attaque iranienne. Il faut quand même pas oublier aussi que, par exemple, l'Arabie Saoudite est bien contente que l'Iran soit maintenant la cible prioritaire, je dirais, du monde entier, parce que c'est quand même l'Iran qui est l'adversaire principal dans la région de l'Arabie Saoudite. Je parle pas d'Israël, c'est encore autre chose. Donc la défense des pays arabes qui ont aidé Israël avec les drones, etc., moi, elle me paraît logique. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura, à mon avis, il n'y aura jamais un soutien officiel des pays arabes. Bon, même la Jordanie, regardez la Jordanie qui a plus de la moitié de sa population qui est palestinienne. Vous imaginez? Donc vous imaginez qu'il y a des manifestations, d'ailleurs je crois que c'est le seul pays arabe où il y a quand même des manifestations de soutien à ce qui se passe à Gaza actuellement, contrairement aux autres pays arabes où il n'y a quasiment rien. Donc, il y aura, à mon avis, pour répondre à votre question, justement, c'est la question de Sud Radio, est-ce que les pays arabes peuvent avoir un soutien officiel? Une réponse, pas une conférence. Oui, pardon, excusez-moi. Et je termine là-dessus. Il y aura toujours, il y a toujours maintenant, depuis 2 ans, et depuis les fameux accords d'Abraham, qui ont été d'ailleurs... 2020. Oui, exactement. Il y a une coopération militaire entre les pays arabes modérés et Israël, même si elle n'est pas officiellement annoncée. Moi, je pense qu'aucun pays n'a d'intérêt à ce que ça s'embrasse dans cette partie du Moyen-Orient. Donc, les pays arabes modérés ont tout intérêt, effectivement, à soutenir Israël. Néanmoins, je crois qu'on est encore très loin d'un soutien officiel, parce qu'il y a quand même certains intérêts qui font que je vois pas l'Arabie Saoudite dire ouvertement je soutiens Israël. La Jordanie le fera pas non plus, mais je crois que ce qui est important dans la zone, c'est que Israël puisse compter sur ses alliés des pays arabes modérés. Emmanuel Razavi, vous êtes grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Une question avant de répondre à ce que disent les vraies voix. Les frappes, c'est bien Israël qui les a faites aujourd'hui, même s'il ne les a pas revendiquées. Oui, il n'y a aucun doute. On sait très précisément que c'est Israël, effectivement, qui a procédé en fait à cette attaque de drone sur l'Iran. Il y avait aussi des missiles et qui a frappé en fait une base aérienne en fait effectivement de la région d'Ispahan. C'est une base en fait, Philippe, qui a la mission en fait de protéger en fait des sites nucléaires qui sont assez importants pour le régime en fait iranien et pour son programme nucléaire. Il y a la fameuse base, mais je l'ai entendu tout à l'heure là par un de vos invités, il y a la fameuse base effectivement de Natanz. Absolument. Pourquoi ces pays ne revendiqueraient pas un petit peu plus ce soutien qu'ils font de manière détournée, Emmanuel Razavi? Je crois, Cécile, que ça a été très bien expliqué par vos invités. En fait, des Émirats arabes, les Émirats arabes unis notamment à la Jordanie, la relation en fait entre les pays arabes et l'Iran, en même temps que le soutien de ces derniers en fait à l'État hébreu, tient du dilemme depuis des années. Les pays arabes sunnites, vous le savez, en ont ras-le-bol des effets déstabilisateurs de l'Iran chiite, et en même temps, ils n'osent pas se positionner en fait frontalement en raison en fait de leur opinion publique, parce qu'au sein de l'opinion publique de ces pays arabes, un certain nombre, ce qu'on appelle la rue arabe. Voilà. C'est exactement ce que dit Philippe, c'est ce qu'on appelle la rue arabe aujourd'hui, qui reproche à Israël en fait son attaque sur Gaza depuis en fait le 8 octobre. Philippe Bilger veut réagir. Emmanuel Razavi, est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe à l'heure actuelle, je ne dirais pas relègue, mais place un tout petit peu au second plan le conflit Israël-Hamas? Et d'autre part, est-ce que vous partagez l'avis de ceux qui considèrent que l'Iran est un pouvoir faible? Alors, vous avez raison dans tout ce que vous dites, Philippe. C'est vraiment en fait ce que je partage. Aujourd'hui, évidemment, on a l'impression que le conflit entre Israël et Hamas, effectivement, est un peu mis de côté. C'est pas le cas dans les faits, parce qu'il faut pas oublier que derrière le Hamas, il y a plusieurs sponsors, plusieurs parrains.
dont l'Iran. Je vous rappelle qu'en fait l'Iran a entraîné en fait des combattants, des djihadistes en fait du djihad islamique et du Hamas en Iran avant le 7 octobre. Donc le nœud du problème, ça reste quand même le régime des mollahs en fait à Téhéran. Là où vous avez raison aussi dans ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui le régime iranien, tous les spécialistes vous le diront, c'est un régime quand même qui est affaibli pour plein de raisons. D'abord en fait le régime iranien est traversé en fait par des dissensions internes. Je le raconte là dans le match de cette semaine, dans le Paris Match de cette semaine. On sait que début mars, il y a eu l'arrestation d'au moins 4 officiers importants en fait du corps des gardiens de la Révolution. Vous savez, le bras armé du régime iranien, tout simplement parce qu'ils avaient critiqué en fait la stratégie internationale en fait du guide suprême. La deuxième chose, c'est que une étude qui a été produite il y a déjà quelques mois par le régime lui-même montre que 71% des Iraniens sont contre lui. C'est intéressant parce que c'est une étude qui vient de l'intérieur du régime. Là, c'est pas des opposants en fait qui l'ont fourni. Cette étude, ça vient très clairement en plus en fait du service de renseignement des Bassidji. Vous savez, la milice civile en fait des gardiens de la Révolution. Et puis en Iran aujourd'hui, il y a aussi en fait un gros problème économique. Vous avez plus de 30% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. On dit qu'en Iran, il y a plus de 50% des Iraniens qui ont du mal à se nourrir 2 fois par jour. Et puis, vous savez, on en a déjà parlé sur votre antenne. Dans 2 tiers du pays, en fait, les Iraniens ont du mal à se procurer de l'eau potable. Donc, tout ça, ça fragilise considérablement, en fait, le régime iranien. Nonobstant le fait que des sources à l'intérieur du régime nous ont dit, je le raconte aussi dans Paris Match cette semaine, qu'en cas de conflit, en fait, avec Israël, le régime n'aurait pas la capacité, en tout cas, l'armée du régime n'aurait pas la capacité de tenir plus de 6 semaines. Donc ça confirme tout à fait ce que vous dites. René Chiche veut réagir. Oui, c'est très intéressant ce que dit Emmanuel. Je voulais revenir à la fameuse rue arabe, parce que justement, je voulais avoir votre opinion. Comment expliquez-vous le fait qu'hormis quelques manifestations, si je ne me trompe pas, assez importantes en Jordanie d'ailleurs, il n'y ait pas eu vraiment de réaction de l'opinion arabe dans tous les autres pays, alors que l'événement, quand même, ce conflit entre Israël et le Hamas aurait dû mobiliser normalement des milliers, des dizaines de milliers de musulmans, d'arabes opposés à Israël. Comment vous l'expliquez ça, ce silence? Même en Iran, la fameuse manifestation qu'il y a eu l'autre jour après vous savez, l'envoi par l'Iran des drones sur Israël, la manifestation était totalement organisée, il y avait très peu de gens finalement. Alors justement, Emmanuel, comment vous expliquez ce silence qui est quand même très surprenant de la rue arabe par rapport à cet événement entre Israël et le Hamas? Emmanuel Razavi. Alors, il y a 2 réponses, puisque vous avez 2 questions, en fait, concernant déjà, en fait, la rue arabe. Moi, j'ai vécu plusieurs années au Moyen-Orient. La cause palestinienne, si vous voulez, elle n'a que peu de sympathie, en fait, aux yeux des Arabes. La rue arabe, si vous voulez, minoritairement, notamment chez les islamistes, chez les frères musulmans, évidemment, se réveille dès lors, en fait, que les Palestiniens, en fait, sont menacés ou attaqués. Mais ça reste quand même circonscrit à un certain type, une certaine catégorie de population. La deuxième chose concernant l'Iran, vous savez, l'Iran, depuis 2600 ans, je le raconte souvent, a une histoire commune très forte, une relation très forte avec le peuple juif. Vous savez que, je crois l'avoir déjà raconté chez vous, mais l'histoire raconte que Cyrus le Grand, qui était il y a 2600 ans le grand roi en fait perse, a sauvé le peuple juif, ou l'a libéré plus exactement, de la déportation en fait en Mésopotamie, et lui a permis de rentrer chez lui et a même financé la reconstruction en fait du temple de Salomon. Et depuis 2600 ans, si vous voulez, cette tradition d'amitié entre le peuple juif et le peuple perse, le peuple iranien, demeure intacte, ce qui explique que, si vous voulez, ces manifestations aient été particulièrement peu suivies. En réalité, on le sait là, de façon assez précise, ce sont des manifestations qui ont été organisées par le régime. Il y avait à peine plus de quelques centaines de personnes, si vous voulez, qui l'ont soutenu et qui ont soutenu les frappes contre Israël. Majoritairement aujourd'hui, les Iraniens soutiennent et se disent solidaires du peuple israélien. Allez, 0826 300 300. Mani, à moins que vous vouliez poser une question. Allez-y. Je voulais juste revenir sur l'absence de mobilisation de la rue arabe. D'abord, il faut savoir qu'au Moyen-Orient même, la cause palestinienne n'est pas portée par tout le monde. Et qu'il y avait un distinguo important à faire entre arabes et musulmans. Il faut savoir qu'il y a uniquement
90% des Arabes sont musulmans, mais il y a uniquement 20% d'Arabes dans les musulmans. Donc ça peut aussi expliquer cette absence de grosse mobilisation autour de la cause palestinienne. Allez, retour au standard 0826 300 300 avec Frédéric qui veut réagir. Oui, bonjour. Rebonjour, bien sûr. Oui, en fait, moi alors je vous écoutais et j'avais une première idée, mais d'après ce que j'ai entendu de votre invité, en fait non. Parce que moi, ce que je pensais, c'est est-ce que Benjamin Netanyahou, c'est ça, serait pas en train de faire un péché d'orgueil en se mettant tous les pays frontaliers à dos? Et puis il pourrait peut-être reproduire l'erreur de la guerre du Kippour, mais apparemment c'est pas le cas apparemment. Alors la guerre du Kippour, c'est octobre 73, donc c'était la guerre qui avait causé le premier choc pétrolier. Emmanuel Razavi. Non, mais je crois que votre auditeur, en tout cas, pose une question qui est assez juste. C'est vrai que ces derniers jours, beaucoup de gens, en fait, et beaucoup d'analystes, ont pensé comme lui. On voit aujourd'hui quand même que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, quand même, mesure son niveau en fait de riposte. Il y a quand même une chose dont il est obligé de tenir compte aujourd'hui, c'est le niveau de pression internationale et notamment le niveau de pression des Américains qu'il subit, parce que personne n'a envie justement de voir, si vous voulez, le chaos se répandre sur le Moyen-Orient, parce qu'un conflit entre l'Iran, quelles que soient d'ailleurs, je dirais, les capacités militaires de l'Iran est connu quand même pour ses frappes asymétriques, le terrorisme, donc ça plongerait de toute façon le Moyen-Orient en fait dans le chaos probablement, et sans aucun doute une partie de l'Europe et des États-Unis à cause du terrorisme. On a l'impression, vu de l'extérieur, que ces pays s'autogèrent en ce moment et que ni les Américains, ni les Français n'y sont pour quoi que ce soit, et que finalement chacun, c'est ça, on s'autogère en fait entre nous. Oui, c'est pas faux, Cécile, ce que vous dites. En tout cas, en ce qui concerne l'Iran et l'Israël, on voit bien qu'en ce moment, chacun fourbit ses armes et en même temps mesure le niveau en fait de riposte. Bon, cela dit, je crois quand même que la pression américaine en ce qui concerne de toute façon Israël, elle a été quand même réelle, si vous voulez. Après, l'Iran, pour les raisons qu'on a évoquées, je vais pas y revenir. L'Iran aujourd'hui a beau vouloir, montrer l'écrou, elle n'est pas en capacité de toute façon de livrer un conflit, ce qu'on appelle un conflit ouvert, un conflit armé. Si elle rentrait dans un conflit aujourd'hui, assurément, on rentrerait en fait dans une riposte en fait asymétrique via ce qu'on appelle ses proxys, le Hezbollah au sud du Liban, ses milices en fait en Irak ou les Houthis, au Yémen, évidemment. Et il faut pas, j'en parle longuement d'ailleurs dans le papier de Match là cette semaine, il faut pas sous-estimer le niveau de riposte terroriste de l'État iranien. En France, on le sait, il y a des cellules chiites, il y a des relais chiites. Oui. Il y a dans toute l'Europe, l'Iran, si vous voulez, a mis en place depuis des années, des réseaux qui sont capables en fait de la frapper. Une question, il nous reste à peine une minute. On dit que l'Iran est une puissance de seuil en termes d'obtention d'armes nucléaires. Est-ce qu'aujourd'hui les frappes visaient spécifiquement les sites nucléaires iraniens? Et deuxièmement, à combien de temps l'Iran pourrait-il avoir l'arme nucléaire, si vous avez des infos, Emmanuel Razavi? Alors, écoutez, en tout cas, d'après l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les sites nucléaires n'ont pas été touchés. En revanche, il y avait un message qui consistait à dire, sans doute, c'est ce que m'a dit un conseiller cet après-midi américain du Pentagone, qui m'a dit en fait que il y avait un message, c'était que les Israéliens en fait faisaient passer, l'information aux Iraniens qu'ils étaient capables de frapper et que les Iraniens n'auraient pas le temps en fait, de la riposte. Donc on est de toute façon en fait dans ce contexte-là, et j'ai oublié votre deuxième question. Non, vous avez répondu, il y en avait deux en une, donc voilà, c'est parfait. C'est parfait. Merci en tout cas Emmanuel Razavi, c'est toujours un plaisir de vous accueillir, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient, et puis prenez soin de vous, on sait tous pourquoi. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit, c'est une guerre froide entre tout le monde. Non, c'est une guerre ouverte. Non, c'est une guerre froide. Voilà, il ne se passera pas grand-chose, de toute façon Philippe Bilger va gagner. À tout de suite. Là, vous êtes optimiste. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bien, chers amis, on va essayer de trouver une solution pour ce qui c'est qui l'a dit. Pour que Philippe Bilger ne gagne pas. Écoutez, on a réfléchi, il n'y en a pas. Alors, allez, tout de suite le quiz de l'actu.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Frédéric, on adorerait que vous puissiez gagner à ce qui c'est qui l'a dit, face à Madi et face à René et face à Philippe Bilger, bien entendu. Allez, on démarre tout de suite avec la première question et c'est 2 points. Ça va, Frédéric? Ça va. Allez. Vous avez gagné. 2 points pour Frédéric. Mais non, ça va. C'est offert. C'est Benoît, notre réalisateur. Notre excellent réalisateur. Il fait des blagues. Allez, c'est 2 points. Qui c'est qui l'a dit? Ce que propose le Rassemblement National et Reconquête, c'est un Frexit en pièces détachées. Frédéric. Alors là, je ne sais pas du tout. Allez-y. Marion Maréchal. Non. Je l'ai entendu, oui. Ouais. Brexit. C'est pas Ayé. Non. C'est la même tendance. C'est un N-1. C'est le N-1. C'est pas non. Le N-1. C'est Sorel. Ah non, C'est qui le patron de la France? C'est qui le N-1? c'est le PM. C'est Gabriel Attal. Attal. Bonne réponse, elle l'a dit en premier. Non, elle a dit le PM, elle a dit le PM, Gabriel Attal. Le PM, c'est vrai que le PM. C'est aussi pistolet mitrailleur. Le pistolet mitrailleur. Ah non, Philippe Bilger Le poulet a dit mayonnaise. Attal avant qu'elle dise Non, Attal. elle parce a qu'elle dit le PM, Gabriel Attal. Oui, mais il a dit Attal. Elle a dit le PM Gabriel Attal. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que je peux me permettre d'être élégant? Allez-y, Ça vous changera. Vous l'êtes tellement, cher Philippe. 2 points pour Madi. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Je trouve que l'autorité va à Gabriel Attal comme un tablier à une vache. Oui. Frédéric. Oula, alors là, ça serait certainement de la NUPES, ça. Ah, pas automatiquement, non, pas le même bord. C'est sûr que c'est pas Philippe Bilger. On peut parler là? Non, Frédéric. Républicain. Comment? Républicain, certainement. Non, mais un nom. Ciotti. Non. Non. Qui a dit ça? C'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. C'est Marion Maréchal. Non, c'est pas Marine Le Pen. Qui a dit Marine? C'est moi. Non. C'est Philippe Bilger. Ah, c'est quoi? Mais c'est qui alors? Marine Le Pen. Ah non, moi j'ai dit Marine Le Philippe Pen, Bilger. 2 points pour Philippe Bilger. J'ai eu peur, je croyais que c'était Morano. Écoutez bien. Ça lui ressemble. Ça vaut 1 point. Qui c'est qui l'a dit? Raphaël Glucksmann est manifestement occupé à revenir à l'avant Macron avec François Hollande. Je ne suis pas sûr que dans le pays, il y ait une grande envie de son retour en politique. Frédéric. Ah, je pense savoir. Est-ce que ça serait dans son camp? Non. C'est une tête de C'est une liste tête de liste. aux européennes. Je sais. Frédéric. Je sais. Je sais. Frédéric. La liste Renaissance. Non, Non. Aubry. Bonne réponse de René Chiche, Manon Aubry, 1 point. Vous avez dit Martine Aubry, c'était pas ça? Non, il avait dit Cécile Aubry. Cécile. J'allais dire. Question à 3 points, celle-là vaut très cher, les amis. Ah là là, Qui c'est qui l'a dit? J'étais tellement fier d'avoir fait Sciences Po. Aujourd'hui, j'ai honte de voir ce qu'il s'y passe. Frédéric. Calmez-vous, René. Longocha, Frédéric. C'est une ministre. Je le sais. C'est une sinistre. C'est pas une sinistre, c'est une elle est une ministre. ministre. Je dirais, Vous donnez le vote Longocha. Aurore Berger. Bonne réponse de René Chiche. Aurore Berger, il marque 3 points. On laisse seul. Parce que je me suis dit, mais oui, je Dernière savais. question. Je crois que je suis en tête, non? Qui c'est qui l'a dit à 2 points sur l'entrisme islamiste à l'école? Gabriel Attal promeut les mêmes solutions politiques que le RN, pardon. Frédéric. Vous l'avez, Frédéric? Vous l'avez pas? J'en ai aucune. Allez-y. C'est une catastrophe. Allez-y, Allez, les vraies voix. les amis. Qui c'est C'est qui une l'a dit ça? présidente de groupe à l'Assemblée nationale. Bonne réponse de René Chiche, Mathilde Voilà. Panot. Ah, c'est quoi le score? Eh ben 6 points pour René Chiche, 2 points pour Philippe Bilger, 2 points pour Mathilde et Frédéric et Fanny. Et Fanny. Bah, c'est pas grave. C'était très bien. Mais c'est vendredi, donc c'est normal. Ouais. Merci La Frédéric. modestie de René Tous les Chiche. vendredis, je gagne. Frédéric, merci beaucoup. C'est normal, il vient Mais tout quand le vous temps. venez pas tous les vendredis. Bon week-end. On vous fait un très gros bisou. Merci d'avoir joué avec nous. On vous embrasse très fort. Ouais. Bon week-end. Merci, au revoir. À Bon très week-end. bientôt Frédéric. Allez, dans un instant, dans le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. On revient sur... On revient sur la mort de Jérôme Hamon. Je raconterai en détail à quel point ce malheureux est décédé.
Avec vous Rima Hassan qui porte plainte contre un journaliste de CNews. Et avec Madi Saïdi sur le moral de l'Élysée. Ah, on en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue et merci de votre fidélité. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes accompagnés de Philippe Bilger, de René Chiche, de Madi Saïdi et vous au 0826 300. Dans un instant, Félix Mathieu, vous avez la parole. Direction la Drôme. Il y a beaucoup d'arboriculteurs, pas que dans la Drôme, qui ont passé la nuit dans leur verger pour empêcher la température d'y passer sous la barre des 0 degrés. Nous sommes avec l'un d'eux dans la Drôme, donc dans un instant. Et en attendant, Philippe David. Messieurs les censeurs, bonsoir, avait dit Maurice Clavel dans l'émission À armes égales, c'était en 1971. 53 ans plus tard, la censure est toujours là en France après la parenthèse enchantée des années 70-80. Les dernières victimes s'appellent Dora Muto et Marguerite Stern pour leur livre Transmania, livre dans lequel elles dénoncent avec brio les dérives de l'idéologie trans, avec notamment les bloqueurs de puberté, les mutilations de corps d'enfants par les chirurgies de changement de sexe, ou encore les compétitions dans lesquelles des hommes concourent avec des femmes, ce qui est contraire à tout esprit sportif. Mais dénoncer des scandales ne plaît pas à tout le monde. Ainsi, la mairie de Paris a décidé de faire retirer les affiches du livre, tandis qu'une pétition circule pour demander sa censure. Une mairie de Paris décidément adepte de la censure, puisqu'en 2018, elle avait demandé le retrait d'une publicité au BAD de la façade des Galeries Lafayette. Il va d'ailleurs falloir m'expliquer en quoi une femme dans une superbe culotte serait indécente, mais que mutiler des gamins ne le serait pas, ce livre étant écrit par 2 lanceuses d'alerte. Alors 53 ans plus tard, pour me mettre au goût du jour, je ne dirais pas messieurs les censeurs bonsoir, mais yel.e.s les censeurs.e.s bonsoir, et surtout vous qui nous écoutez, achetez ce livre parce qu'il est excellent et parce que ça va encore plus enquiquiner les censeurs. Philippe Bilger. Quand je pense qu'on avait osé toucher à Obad, qui était mon sous-vêtement préféré. Et vous le portiez ? Non, mais je me souviens d'affiches extraordinaires. Et parfois, j'ai imaginé les femmes que j'appréciais avec ça. Et bon, il en est encore gueule est très bon. Philippe, vous êtes en train de me faire rougir, hein, vraiment. Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Complètement d'accord avec vous, complètement. Et puis je trouve que la censure, c'est toujours 2 poids, 2 mesures. Évidemment, la gauche bien pensante est toujours en première ligne sur ce genre de sujet. Et sur d'autres, évidemment, on ne dit rien. Et c'est pourtant les premiers à défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse, mais quand ça concerne eux-mêmes et pas les autres. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a une sorte quand même de dérive dans cette mairie de Paris sur différents sujets. Et là, c'en est un peu l'expression. Mais moi, je n'ai qu'un rêve, c'est de voir Philippe Bilger en Obad. Oui. Et le scandale, d'ailleurs, c'est que cette femme, la co-auteure, était une femme. Oui, absolument. Et donc ça, c'est scandaleux, un double degré pour ces gens-là. On l'approuvait à l'époque, mais dès qu'elle dit une autre forme de vérité, c'est... Allez, vous avez la parole et on part dans les vergers avec Félix Mathieu. Le gel de printemps après le redoux, c'est ce que redoutent les arboriculteurs. Un bon coup d'entre eux ont passé la nuit dernière dans leur verger pour empêcher la température d'y passer sous la barre des 0 degrés. Le but évidemment étant d'empêcher les bourgeons de geler. Bonsoir Aurélien Esprit. Bonsoir Félix. Et merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio, producteur de cerises, d'abricots, de pêches, de noix, de pommes à Pont de l'Isère dans la Drôme. Vous avez peu dormi j'imagine, mais le bilan de la nuit est plutôt positif ? Oui, on a peu dormi et puis comme vous le voyez, j'ai le sourire parce que le soleil est revenu et puis surtout les dégâts ne sont pas là. On a pu vachement lutter comme on le voit derrière moi avec des tours anti-gel, des filets anti-grêle qu'on a déployés et qui ont aussi une fonction aussi de protéger de quelques dixièmes de degrés le gel, mais qui ont le mérite de le faire. Et surtout une température qui est descendue uniquement dans des terres les plus froides dans les bas-fonds de la plaine de Valence à moins 0,5. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on n'est pas au stade de bourgeon, mais on est au stade de gros fruits, parce que comme on le voit là sur la vidéo, on a des abricots qui se font entre 2 et 3 cm et qui sont bien formés. Et un gel légèrement un peu plus fort aurait eu des conséquences vraiment considérables. Mais les changements climatiques, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un investissement considérable pour vous ? Pour lutter contre. Bien évidemment, l'agriculteur a toujours dû travailler avec le temps, mais encore plus ces 10 dernières années où chaque année, depuis les 5-6 années, on le voit entre la grêle, la sécheresse, les excès d'eau aussi, et surtout le gel, on est confronté à de gros problèmes. Alors, j'ai envie de dire, il y a 2 solutions. Il y a soit on choisit, soit on subit, quoi. Voilà.
Si on prend les tours antigel, par exemple, c'est quoi ? Alors, une tour antigel, c'est simple, c'est exactement ce qu'on voit derrière moi. C'est une tour avec une hélice à 10 mètres de hauteur à peu près, qui va ramener, lorsqu'on a des gels très humides, des gels blancs, ce qu'on appelle comme ce matin, qui va ramener la chaleur qui est à 10 mètres de haut, qui est en général 3 degrés plus important que celle qui est à la hauteur des arbres, donc à 8 mètres plus bas, donc à hauteur du sol, qui va ramener la chaleur du haut sur le bas du sol et qui peut protéger une surface d'une parcelle à peu près de 4 à 5 hectares. Et c'est vraiment important parce qu'à un demi-degré près, ça peut faire la différence. Hein, si on empêche vraiment de justesse la température de passer sous le zéro dans le verger. Ah, mais exactement, à ce stade-là où on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'on aurait eu 0,3, 0,4 en négatif de plus, tout aurait cramé, quoi. Donc oui, c'est très important et on va chercher des dixièmes de degrés avec différentes méthodes, en ayant un sol très propre pour qu'il ne décharge pas les calories, je vous dis en déployant les filets, en mettant ces tours anti-gel, et puis pour des gels un peu plus forts, mais ça n'a pas été le cas ce matin, on le sait, avec des bougies anti-gel, avec des chaufferettes pour ramener de la chaleur dans la parcelle, quoi. Mais avec ces investissements financiers là pour éviter forcément le désastre, est-ce que vous vous y retrouvez financièrement ? Alors oui, on s'y retrouve parce que c'est un investissement sur du long terme et on sait que malheureusement, comme on vient de le dire, on va avoir de plus en plus d'aléas climatiques et je crois qu'il faut le dire, par défaut, l'agriculteur se plaint beaucoup, mais là, il faut aussi reconnaître et rendre à César ce qui est à César. Tous les investissements que vous voyez là, que ce soit la tour anti-gel, que ce soit les filets anti-grêle, on est énormément aidé par notre région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi par l'Europe et je crois qu'il faut le dire. Donc à hauteur, moi, pour vous donner à titre d'exemple, sur cette parcelle, c'est un investissement à hauteur de 300 000 euros. Sur les 300 000 euros, j'ai eu 150 000 euros de subvention. Donc deux choses, c'est que la première, ça me fait quand même un investissement à moitié coût, et la deuxième, c'est que sans cette participation à hauteur de 50%, jamais j'aurais pu l'absorber. Merci beaucoup Aurélien Esprit, Merci à vous. arboriculteur de Pont de l'Isère dans la Drôme. On a été ravis de vous accueillir et puis surtout ravis de voir ce ciel bleu et ce sourire que vous arborez. Reconnaissant. Bah oui, c'est génial. Rare. Bravo. Écoutez, très très bonne pioche. Merci beaucoup Félix Mathieu, c'était passionnant. Bravo. À très bientôt et n'hésitez pas à nous rappeler pour nous parler de votre magnifique métier. Oui. Et puis un arboriculteur qui a la pêche, ça fait du bien. Mon Dieu, on n'était pas obligé de la faire. Mon Dieu. C'est bon jeu de mots, vous voyez. Ouais. Mais Philippe David est un gros noyau qu'on aimerait bien ne pas croquer parfois. Allez. Encore une 3/4 d'heure d'émission avec les vraies voix et on est ravis parce que c'est comme les fingers, ils sont jamais assez longs. Avec René Chiche, Madi Saïli et Philippe Bilger bien entendu, avec Philippe David. On vous accueille jusqu'à 19h. Allez tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. T'as regardé les actualités régionales ? Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on avait le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, votre tour de table, c'est sur la disparition de Jérôme Hamon, qui avait une terrible maladie et qui avait été à l'origine de 2 prouesses médicales. Absolument. Il était atteint d'une terrible maladie génétique. Quand on voit le visage, même refait, ça reste très impressionnant. Ça s'appelle la neurofibromatose. Voilà. Absolument. Et il a eu, comme vous l'avez rappelé, la particularité de subir 2 greffes du visage du même chirurgien, Lantieri, et malheureusement en 2010 et 2018, et malheureusement il est mort. Je pense à lui, j'imagine ce que ça devait être pour lui de vivre dans cet état, et il devenait d'ailleurs de plus en plus dépressif, et malheureusement il est mort. Un mot? Écoutez, je découvre un peu, je suis désolé, je découvre cette histoire et je ne peux que... On avait beaucoup parlé à l'époque de la première greffe de visage au niveau mondial réalisée par le professeur Lantieri. Il en a eu 2. D'accord. Qui n'a jamais été fait. D'accord. Madi. J'ai une pensée pour lui et pour sa famille. Je sais que c'est une maladie très difficile qui parfois pousse même au suicide. Tellement la douleur est profonde et même le regard qu'on porte sur soi-même est très très dur.
Ouais, c'est un sujet très lourd. Merci beaucoup Philippe Bilger, en tout cas en hommage à lui et à sa famille d'en avoir parlé. René Chiche, jeudi 18 avril, Rima Hassan annonce avoir porté plainte contre Yohann Usaï. Oui, alors bon là je viens d'apprendre visiblement qu'elle va être en garde convoquée par la police. Voilà. Bon, moi je vais vous faire un tour d'actualité qui va peut-être surprendre. Je sais qu'elle a porté plainte contre Yohann Usaï, que je connais très très bien, que je connais depuis des années. Je connais bien aussi. Je connais bien familialement aussi. Que j'aime beaucoup. Hein. Voilà, absolument. Moi aussi j'aime beaucoup. Alors elle a porté plainte parce qu'il a tenu des propos. Ce serait bien de recontextualiser pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr, Yohann Usaï, donc un journaliste politique de CNews, un bon journaliste politique de CNews, qui a tenu un propos contre Rima Hassan en disant qu'elle avait la haine des Juifs chevillée au corps depuis sa naissance. Alors, vous savez, franchement, je n'ai aucune sympathie pour la France insoumise, ni pour ses positions concernant non seulement Israël, mais même en général pour la démocratie, pour les femmes, etc. Mais là, je vais avoir une réaction qui va peut-être un peu surprendre, parce que je connais très très bien Yohann et je l'aime beaucoup, quoi qu'on dise. Mais je crois que là... C'est la défenseuse des droits de l'homme, hein, c'est important de le dire. Comment Rima Hassan, pour ceux qui ne savent pas qui elle est. Non, c'est la candidate LFI. C'est la candidate LFI, pardon. Elle est 7e de C'est moi qui dis des bêtises. Non, pas de souci. Voilà, mais je sais qu'il va être défendu par Maître Golnadel dans cette histoire. Mais moi, je vais avoir excusez-moi, je vais peut-être un peu surprendre. Alors que pourtant, je n'aime pas du tout Rima Hassan, mais je crois que sur le principe, je pense que Yohann, je l'appelle Yohann, s'est laissé un peu submerger par l'émotion et par l'empathie qu'il a pour Israël lorsqu'il a fait ce commentaire. Parce que, laissez-moi terminer, parce que je suis concerné. La haine des Juifs chevillée au corps depuis sa naissance, c'est vraiment un propos quand même très violent venant de la part d'un journaliste. Moi, je pense qu'on peut être journaliste, c'est mon cas, passionné, impliqué, voire même partisan. Mais, à un moment donné, il faut un tout petit peu de recul pour ne pas basculer dans vraiment le journalisme d'opinion, mais à mon avis exacerbé. Et là en plus, parce que j'ai entendu Golnadel disant oui, ça va être une partie de plaisir ce procès, je ne suis pas sûr, parce que finalement, tout ce qu'on peut reprocher à Rima Hassan, c'est-à-dire son côté activiste pro-palestinien, c'est évident, elle est elle-même pro-palestinienne, elle ne peut, qu'elle a légitimé l'attaque du Hamas. Bon, ça, c'est une palestinienne, il n'y a pas beaucoup de Palestiniens. Et qu'elle parle sans arrêt de génocide. Ça serait pas la seule, ces conditions, même ceux de LFI doivent être tous mis en examen. Non, puis ensuite, mais la différence, c'est que dire la haine des Juifs chevillée au corps depuis la naissance, c'est un terme vraiment raciste. Antisémite, c'est-à-dire qu'il l'accuse d'être vraiment raciste, antisémite. Non, parce que à mon avis, malheureusement, c'est moi qui le dis. Voyez, en plus je suis objectif, en plus je reviens d'Israël, je connais bien le sujet. Je trouve qu'elle n'est pas raciste vraiment dans ses propos. Parce que moi, j'ai même été voir ensuite, pour préparer cette petite chronique, j'ai été voir ses déclarations sur Twitter, etc. Il n'y a pas vraiment de déclaration où il y a vraiment une haine, vraiment des Juifs, vous voyez. Et il y a même des propos, alors j'ai peut-être pas le temps d'en dire, j'en ai relevé un, où elle est plutôt quand même dans un côté un petit peu, je vais juste le dire, c'est une responsabilité pour les voix palestiniennes de vraiment dissocier une parole critique à l'égard d'un État, en l'occurrence Israël, et d'une politique, et une parole qui pourrait être comprise comme étant une parole antisémite. Il faut être clairement allié, comme je suis, de toutes les luttes contre l'antisémitisme, tout en faisant beaucoup de pédagogie, etc. Vous voyez, donc elle a un propos quand même à la fois politique, activiste, mais moi je pense que ça ne va pas être si facile que ça pour Maître Golnadel et Yohann, à qui j'adresse mes salutations. Sur ce plan-là, vous avez totalement raison, René, et contrairement à ce que pense Maître Golnadel, ça va pas être si facile. Merci Philippe. Ce qu'on peut espérer, c'est que l'excellent Yohann Usaï a dit ça en quelque sorte au figuré. Je veux dire que elle l'a depuis toujours. Naissance ne doit pas être pris au sens littéral, même si l'adversaire va le faire. Oui, m'a dit. Oui, c'est incontestable. Pour moi, non seulement c'est au sens figuré, mais moi la question que je me pose, c'est après avoir entendu ce que René Chiche vient de dire, c'est quoi la haine ? Parce que finalement, est-ce que la haine, c'est le fait de s'acharner de manière répétitive sur une chose ? Et par exemple, je vais prendre d'autres députés LFI qui, honnêtement, dont une en particulier qui est vice-présidente de la commission en charge de la lutte contre l'antisémitisme, mais
Franchement, c'est juste hallucinant. Elle est dans ça, donc a priori, elle lutte contre ça, mais en termes de propos qu'elle tient à longueur de journée et d'acharnement. Oui, non mais là je comprends ce que vous dites, mais là je parlais de Johan, que j'apprécie, que je connais très très bien, qui est journaliste. Voilà, qui est journaliste. Moi je trouve que quand on est journaliste, on peut être impliqué, mais pas à ce point-là. Et d'ailleurs, en plus, il a même dit hier, parce que je l'ai entendu, qu'il avait un argument pour dire qu'elle était raciste, c'est qu'elle avait participé à plein de manifestations avec le fameux slogan « La Palestine de la rivière à la mer ». En gros... C'est-à-dire du Jourdain à la Méditerranée en rayon de la carte d'Israël. C'est moi qui vous le dis, je suis objectif, vous voyez. Ça veut pas, non mais sérieusement, ça veut pas dire qu'elle veut l'extermination des Juifs. Elle veut un seul État. C'est ça la différence, à laquelle je suis opposé d'ailleurs. Hein. Et moi je connais des Israéliens qui sont un peu du côté du camp de la paix, qui veulent aussi, ils sont minoritaires, ils veulent aussi un seul État. Ils veulent aussi un seul État, une sorte de fédération palestino-israélienne. Surtout, elle a dû changer son point de vue pour adopter la ligne de LFI. Maintenant, elle est pour 2 États. Non, elle n'est pas pour 2 États encore. Maintenant, elle a dû. Je ne crois pas, Philippe, parce que j'ai vérifié sa dernière déclaration. Elle a toujours dit une fédération. Bon, enfin bref. Allez, merci beaucoup pour ce sujet, René Chiche. Dans un instant, Madi Saïdi sur le moral des Français, qui n'est visiblement pas au beau fixe. Et vous avez raison, on en parle dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, René Chiche, Madi Saïdi. Le dernier tour de table de l'actualité, tout de suite, Madi Saïdi sur le moral des Français. Alors moi j'avais envie de parler du moral des Français parce qu'on nous demande, l'État recherche 20 milliards d'économies. Depuis quelque temps, les Français sont malmenés, c'est de crise en crise, c'est d'économie sur économie. On a eu la crise de l'énergie, on aura encore d'autres crises. Mais il semblerait que nous, Français, on a le moral malheureusement en berne, mais il semblerait que c'est pas le cas de l'État, qui lui passe une super commande, en tout cas il fait passer un marché public pour une commande de bouteilles de champagne, donc ça voudrait dire que là-bas tout va bien, en tout cas mieux que chez les Français, à hauteur de 550 000 € maximum pour 11 000 bouteilles de champagne. Donc je crois qu'à l'Élysée c'est la fête, mais dans le cœur des Français, c'est certainement pas la fête. C'est ce que j'avais envie de dénoncer aujourd'hui. Philippe Bilger. Ma chère Madi, là vous êtes un petit peu, de mon point de vue, légèrement démagogue. C'est ce que j'allais dire. Non, mais moi je vais prendre la défense de Madi. Je peux comprendre. Non, mais c'est vrai que c'est énormément, 550 000 €, mais on ne peut pas reprocher à l'Élysée, qui reçoit un certain nombre de personnalités, qui multiplie les réceptions qui ne sont pas toujours somptuaires et inutiles, d'avoir une cave de champagne. Alors, il faut savoir le nombre de bouteilles, c'est 11 000 bouteilles. Je dis qu'il faut consommer 11 000 bouteilles, ça fait quand même beaucoup de réceptions, non? Mais il y a plein de réceptions à l'Élysée, il y a plein de réceptions à l'État. Quand c'est avec les ministres, on peut les passer au Vouvray ou à la Blanquette de Limoux. Pour les étrangers, on boit du champagne. Non, mais moi j'ai pas de complexe. Attendez, Philippe, vous-même, vous servez du champagne chez vous. Excusez-moi, si je vous en prie. Pas tous en même temps, c'est pas vrai. Il faut pas parler alors là. Allez-y. Non, est-ce que c'est du champagne français? D'office. Le champagne ne peut être que français. C'est tout à l'honneur de l'Élysée de commander 11 000 bouteilles de champagne et 550 000 €. C'est pas ça qui va non plus créer un déficit énorme dans les caisses de l'État. 11 000 bouteilles, si c'est que pour l'Élysée, moi je veux bien que quand on reçoit les chefs d'État étrangers, on mette les meilleurs champagnes, j'ai aucun souci. Mais quand c'est pour une sauterie avec des ministres, on peut baisser un peu le train de vie de l'État quand on demande toujours aux Français de faire des efforts. Alors je sais qu'on va dire que c'est du populisme crasse, mais je vais faire du Françoise de Gois, mais je suis d'accord avec Madi Saïdi. Mais surtout, c'est complètement hors sujet. Mais non, c'est pas hors sujet. Vous pouvez faire travailler les producteurs de Blanquette de Limoux, de Clairette de Die, de Vouvray. Mais évidemment. Ou de Clément d'Alsace. Mais quel rapport? C'est que c'est moins cher. On ne vous dit pas que le champagne, c'est pour les ministres. Mais attendez, 11 000 bouteilles, j'espère qu'on ne consomme pas 11 000 bouteilles pour les visites seulement des chefs d'État étrangers. Excusez-moi. Combien de temps ces 11 000 bouteilles?
de temps, hein. Oui, Il a pris beaucoup de temps pour eux. Là, franchement, non, vous mais là- exagérez. Non, mais excusez-moi, vous avez des gens, je vais vous prendre un exemple. Vous avez un François Fillon, qui était les pères la morale, qui disait que la France était vous permettez que je termine, qui disait que la France était en faillite, qui voulait taxer les prolos qui allaient pique-niquer avec la taxe pique-nique. Rappelez-vous, alors que lui, pour faire Paris-Le Mans, prenait un jet privé qui consomme je sais pas combien de litres de kérosène à l'heure, alors qu'il y a une ligne de TGV. Et vous allez demander aux Français de faire des efforts, vous leur dites, vous les prolos, je vais vous taxer si vous allez pique-niquer, et moi je prends l'avion pour faire 300 bornes. Mais arrêtez, mais c'est pareil, c'est les donneurs de leçons de morale. Et voilà, c'est l'exemplarité. C'est l'un ou l'autre, mais pas tout le monde en même temps. C'est là. Ce qui me gêne, c'est l'exemplarité. On va demander encore aux Français de se serrer la ceinture, et quand bien même un État a un train de vie, je pense qu'on peut faire des économies dans le train de vie de l'État plutôt que d'aller encore prendre dans la poche des Français. C'est tout. Et dans les 20 milliards, je sais que ça sera pris dans nos poches. Madi, bravo. Ah non, pas bravo. Pas bravo, je trouve que c'est un discours totalement démagogique. Mais bien sûr, comme ça. Mais alors, je peux parler ou pas? Allez-y. Mais sérieusement. Non, mais je vais vous rentrer dedans après. Mais non, c'est pas. Ah bah allez-y, j'adore comment vous rentrez dedans. Allez-y. Non, mais sérieusement, je trouve ce discours démago qui n'a aucun intérêt pour moi. Parce que, excusez-moi, si l'Élysée commande 11 000 bouteilles de champagne, c'est pas pour une réception qui va durer 2 jours. C'est tout le temps, il y a plein de réceptions à l'Élysée. Attendez, je termine. Réception, remise de médailles. Mais bien sûr, la Légion d'honneur, plein de choses. Et puis en plus, il y a plein de bouteilles qui sont mises d'ailleurs lorsque vous avez des réceptions. Moi, j'ai été à quelques réceptions, effectivement, il y a plein de bouteilles. Il y a plein de. Mais c'est très bien. Et les dernières choses, arrêtons de dire que c'est dans les poches des Français qu'on va payer ces bouteilles. Mais non, laissez-moi terminer. Il y a un budget à l'Élysée, ils savent ce qu'ils font. Vous pensez qu'ils font ça pour se faire plaisir en pleine période actuelle? Ah, on va se faire 11 000 bouteilles pour se faire plaisir. Comme a dit Philippe, c'est pas entre ministres, entre conseillers. Vous savez qu'à l'Élysée, ils mangent des plateaux repas à l'Élysée? Vous le savez ça ou pas? Je sais pas, contrairement à vous, je n'ai pas eu la chance d'y avoir été invité. Je le sais. Mais évidemment, il y a les seigneurs et les manants, vous êtes dans les seigneurs, je suis dans les manants. Mais non, mais c'est normal que l'État achète des bouteilles de l'Élysée haut de gamme. Ils vont pas acheter une petite piquette, une petite bouteille. Eh ben, je vous ferai goûter des Vouvray qui sont aussi bons que des champagnes et qui valent beaucoup moins cher. Voilà. Je n'y ferai pas Bilger parce qu'il amène du champagne, mais j'y ai pas droit. D'abord, Philippe, si vous n'êtes jamais à l'Élysée, que vous ne connaissez pas la cave de l'Élysée, bah taisez-vous, parce que ça se trouve, il y en a du Vouvray en fait. Attendez, excusez-moi, s'ils ont commandé 11 000 bouteilles de champagne et qu'en plus ils prennent du Vouvray, c'est pas l'Élysée, c'est le club des pocherons. On fera des dîners avec du pchit orange et du pchit je sais pas quoi, mais arrêtez. Mais non. Merci. Non, pas merci, m'a dit. Non. Oh, mais René, mince alors, j'ai crois qu'il y a un truc contre moi, mon René, là. On n'est pas fâché contre vous, m'a dit, mais non. Bon, voilà. Mais non, moi bravo, m'a dit. Merci. Merci. Ouais, votre tour de l'actu était de la piquette. En tout cas, il n'était pas 20. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. Il n'y a pas à dire, ça a envoyé des bulles. Ah oui. Philippe Bilger, il est affligé. Non, mais ce qui me fait peur, c'est quand on lance. M'a dit, il est tout à fait intéressant votre sujet. Mais quand on lance un sujet comme ça, j'ai très peur des digressions de Philippe David qui est reparti sur Fillon. On fait une petite pause. Mais non, c'est la même chose. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce qui vient de se passer parce que c'était presque catastrophique, honteux, j'ai envie de dire. Voilà, tellement. Mais la bassesse. Non, mais je soutiens, m'a dit. Et pourquoi pas? Moi, je vous ferai boire du bissap quand je serai ministre, dans mon ministère. Vous ferez boire quoi? C'est quoi? Le jus de bissap. C'est quoi du bissap? Vous ne savez pas? Non. La betterave. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas de la betterave. Vous allez servir du jus de betterave à l'Élysée. Voilà. Évidemment. D'accord, ok. 11 000 bouteilles. Mais écoutez, j'aime pas la betterave, donc je prendrai du Vouvray. Voilà. Ça. Allez, chers amis, vous l'avez compris, ils ont perdu le sens du commun. On les a perdus. Philippe Bilger est avec nous, René Chiche et Madi Saïdi. Bien entendu, tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'Université de Lille a annulé la conférence de Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon. L'État invoque un risque de trouble à l'ordre public. Je suis pour que l'on revienne à une certaine forme de normalité des pratiques républicaines. Interdire des conférences est absurde. Ce sont des décisions totalement illégales qui portent une atteinte extrêmement grave à la liberté d'expression, à la liberté de réunion. Que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Éric Zemmour à Bruxelles, il est hors de question de censurer la parole publique.
Et Emmanuel Macron dit souhaiter que chacun puisse exprimer sa voix. Le chef de l'État prend donc ses distances avec la décision du préfet du Nord et qui a fait interdire cette conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine hier soir. Un abus de pouvoir selon le leader insoumis. Il y a quelques jours d'ailleurs, un événement réunissant des leaders nationalistes européens dont Éric Zemmour avait été annulé en Belgique pour risque de troubles à l'ordre public. Alors parlons vrai, à partir de quand, à partir de quoi va-t-on annuler une conférence ou un meeting? Est-ce qu'on va vers une restriction de la liberté de parole? Est-ce qu'on va même vers la liberté de penser? Est-ce que les interdictions vont devenir récurrentes alors qu'approchent les élections européennes? Et à cette question, interdiction des conférences de Mélenchon et Zemmour, la liberté d'expression est-elle en danger? Vous dites oui à 90%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Est-ce qu'on peut raisonnablement annuler une conférence qui ne nous correspond pas en matière d'idéologie? Non, vous avez raison, Cécile et Philippe, bien sûr, mais beaucoup de gens qui prétendent favoriser la liberté d'expression en ont une définition très étriqué, très hémiplégique. C'est-à-dire que, en réalité, ils veulent bien la liberté d'expression pour ceux qui pensent et parlent comme eux. Et là, il est évident qu'il fallait permettre à Éric Zemmour et à Jean-Luc Mélenchon d'avoir leur manifestation. Le bourgmestre a été grotesque et heureusement que le Premier ministre belge a bien réagi. Mais au-delà de ça, on tombe un peu sur la tête. Le président de la République est obligé de désavouer le préfet et Jean-Luc Mélenchon, qui réclame la liberté d'expression, la dénie par exemple à CNews parce qu'il voudrait la suppression de cette chaîne. Donc c'est fondamental. Si on est pour la liberté d'expression, elle ne se divise pas. Et j'ajoute que on ne pourrait à la rigueur interdire que les manifestations avant lesquelles on serait absolument persuadé que des transgressions seraient commises, qui n'est jamais le cas. Madi Saïdi. Oui, moi je suis assez d'accord. Je suis pour que toutes les opinions politiques soient exprimées, qu'on laisse chacun exprimer sa conception de la politique, quand bien même on serait pas d'accord avec moi. Mais évidemment, en France, il y a des moments où on interdit, et je dois avouer que j'étais assez surprise, même si je ne partage pas l'idée de LFI, j'étais assez surprise que leurs conférences soient interdites. Et je trouve que c'était peut-être le moment de se dire, on va faire en sorte de garantir la sécurité de cette manifestation, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait des possibilités de troubles à l'ordre public, mais on aurait dû les laisser s'exprimer. Eh bien non, moi je ne suis pas d'accord concernant la conférence de LFI. Excusez-moi, on est dans un état de droit. Si le préfet décide et juge qu'il y a éventuellement des troubles à l'ordre public ou à la sérénité des débats... Des risques de troubles. Des risques de troubles. Il a tout à fait le droit d'interdire ou d'annuler une conférence, même si c'est celle de M. Jean-Luc Mélenchon. Il y a tous les jours des annulations, des conférences qui sont annulées. Et excusez-moi, alors franchement, le jeu de LFI de dire que la liberté d'expression a été bafouée, a été violée, excusez-moi, d'abord il a fait sa réunion, même s'il n'a pas fait effectivement à l'université, d'accord, mais il a quand même fait dehors, où il a eu des discours absolument hallucinants de liberté, selon lui, en comparant le président de l'université à Eichmann. Non mais vous imaginez. Oui. Donc est-ce qu'on lui a interdit de dire ça à ce moment-là ? On lui a pas interdit de dire ça. Depuis hier, tous ces lieutenants sont partout dans les médias en train de vitupérer à la liberté d'expression. Donc, excusez-moi, là, moi, ça ne m'a pas choqué du tout. On a le droit d'interdire, c'est le rôle d'un préfet. Alors que Macron ait désavoué effectivement le préfet, ça c'est un petit peu hypocrite de sa part, parce qu'il ne devrait pas le faire, excusez-moi. Le préfet représente l'État. Donc il devrait au contraire, est-ce que je termine, il devrait au contraire ne rien dire, ou bien même soutenir son préfet. Et d'ailleurs j'imagine que le ministre de l'Intérieur était au courant, parce que je pense pas que le préfet du Nord ait fait ça sans rien. Donc vous voyez, moi je comprends, c'est une hypocrisie. Concernant par contre effectivement Éric Zemmour, là d'abord ça se passe en France, et par contre il y a beaucoup de gens qui n'ont pas... en Belgique. Excusez-moi. Justement, il y a des gens qui n'ont pas bien compris, je crois, qui sont un peu dans la confusion, qui croient que c'est en France, etc. Il y a des gens qui n'ont pas bien compris. Je parle des gens un peu pas comme nous, très informés, mais il y a des gens qui ont ça. Et ça, c'est effectivement, c'est le bourgmestre qui a été d'ailleurs remis en cause par le Conseil d'État et qui est quelqu'un qui est proche en plus des réseaux musulmans là-bas dans sa petite ville. Non, mais pour une fois, on avait un parfait exemple d'une situation où il
fallait à tout prix éviter le 2 poids 2 mesures. Moi, ça ne me gêne pas que Jean-Luc Mélenchon puisse s'exprimer dans un cadre républicain, même s'il est possible qu'il dise probablement des choses qui vont me révolter. Ça n'a pas l'ombre d'une importance. Ce qui est catastrophique, c'est de donner la possibilité à Jean-Luc Mélenchon de continuer à plaider une victimisation qui est absurde. Là, on avait un parfait exemple de la liberté d'expression qui doit demeurer indivisible. Lorsqu'elle est... et les risques de troubles à l'ordre public, René, bien sûr que le préfet a le droit d'intervenir, mais c'est pas ça le problème. Il a le droit de le faire, mais est-ce qu'il avait raison de le faire ? Mais oui, allez-y, alors René, comme vous avez interprété... Après, ce qui est important de dire, c'est que l'université de Lille avait estimé déjà, eux, que les conditions n'étaient pas réunies. Bon, donc c'est un premier pas. Donc si l'université déjà n'était pas très encline, en tout cas, à ouvrir le débat, c'est une première chose. Absolument, Cécile, vous avez bien fait de mentionner cette information. Non, mais ça va, supplémentaire, absolument, que je ne savais pas, voyez, en plus. Mais vu le contexte, en plus, il paraît qu'il y avait vraiment des forts soupçons que l'ordre public soit remis en cause ou perturbé. Moi, je suis désolé. Si un préfet, c'est son rôle, c'est son métier, s'il juge que dans son département, dans sa région, dans sa ville, il y a des troubles, ne serait-ce, même si c'est monsieur Mélenchon, alors effectivement, vous avez raison. Maintenant, Mélenchon, il en joue là-dessus. C'est ce que je disais après. Il a fait son meeting dehors, il a fait son discours absolument, mais hallucinant, quoi, lamentable, franchement. Est-ce que ça pose la question, d'un débat politique dans des universités? Est-ce que c'est la place finalement d'avoir des meetings politiques, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou n'importe qui d'autre? En fait, c'était sur ça que je voulais revenir. Moi, c'était sur ça que je voulais revenir. Moi, j'étais contre que la conférence ait lieu dans l'université. Et c'est pas la question du débat politique. L'université est un lieu où il y a des débats politiques. Moi, j'ai été syndicaliste étudiante, on avait des débats politiques, on débattait, on défendait nos idées. C'est pas la même chose. Voilà, ça, il n'y a pas de souci sur ça. En revanche, là où j'étais contre, c'est parce que sous couvert d'une conférence, il fait campagne dans les universités et ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment qu'ils le font et ça, sur ce principe, je trouve la conférence n'avait pas de place dans l'université. Ou lui ou les autres. Hein. Lui ou les autres. Et en fait, il y a pratiquement que lui qui va dans les facs, globalement. En ce moment, ils le font, avec Louis Boyard notamment. Et sur la légitimité du préfet à annuler une conférence, il a le droit, il est dans son bon droit, effectivement, s'il y a un trouble possible à l'ordre public. Mais en revanche, je trouve que là, comme on lui a annulé, malheureusement, on a remis une pièce et là il va pleurer. Et d'ailleurs on l'a vu, Mélenchon est en train de courir la France entière en disant qu'effectivement il parle d'acharnement. D'acharnement, et là on a fait une nouvelle victime. Et si je peux me permettre, il n'y aurait rien de choquant dans le fait, me semble-t-il, que des manifestations puissent se dérouler au sein des universités, mais j'aurais été curieux de savoir ce qui se serait passé si un autre parti qu'LFI avait voulu aller dans cette université pour faire une réunion. Et d'ailleurs, paraît-il, les étudiants de cette université sont effondrés parce qu'on a interdit à LFI de venir manifester, faire cette réunion. Et deuxième élément, d'ailleurs, que je voulais indiquer, c'est qu'en réalité, d'ailleurs, j'ai tellement, ce second élément était tellement important, Cécile, que je viens de l'oublier. Non, mais ça alors. Non, mais René ce qu'elle dit m'a dit, je te fais d'accord avec elle. Ah oui, pardon. Il ne veut pas de faille. Allez-y. Non, le fait, c'était de dire que les universités doivent accueillir tout le monde ou personne, en réalité. Bien sûr. Absolument. Alors, justement, déjà, effectivement, l'université ne doit pas être un lieu pour un meeting politique. Comme vous l'avez dit, moi aussi, quand j'étais étudiant, on faisait des débats entre nous, entre étudiants, on n'était pas d'accord. Mais il n'y avait pas tout d'un coup un leader politique, voire deux leaders, qui venaient dans la campagne. Donc déjà, et comme vous l'avez dit en plus, déjà, l'université sentait des troubles. Vous voyez, je reviens là-dessus. Mais après que effectivement Mélenchon fasse sa victimisation permanente, mais c'était normal, on le savait. Mais ça, à la limite, il a beau jeu de le faire. Mais moi, je répète encore une fois, quitte à me répéter, le préfet. Bah oui, mais il faut le savoir. Ce n'est pas le problème, c'est qu'on déplace le débat. C'est pas une question de liberté d'expression, elle existe. La preuve, ils l'ont montré. Ils n'ont pas arrêté de déblatérer depuis hier. Donc la liberté d'expression existe. Mais s'il y a parfois certains moments
où on peut interdire. Je vois pas où est le problème d'interdire. Où était le risque à l'ordre public? Il faut être sérieux. Vous avez déjà vu une manifestation de gauche, d'extrême gauche, troublée par la droite? Ah, il faut être sérieux. Il n'y aurait pas eu l'ombre d'un problème. Mais bien sûr que si. Vous auriez très bien pu avoir des éléments qui sont de droite, voire d'extrême-droite, voire d'autres. Même, je veux dire, d'autres gens qui sont opposés à la LFI, qui a un discours absolument. Non, mais en plus, c'était sur proche de l'actualité de la Palestine. Donc forcément. En plus, vous avez déjà connu des manifestations de gauche, d'extrême gauche, qui ont été empêchées de se tenir parce que la droite serait venue la troubler. Non, je ne parle pas de la droite. Effectivement, il y a parfois des groupuscules d'extrême droite qui seraient peut-être intervenus pour justement s'opposer à cette réunion de LFI. Vous êtes partisan d'une liberté d'expression hémiplégique. Non, pas du tout, Philippe, pas du tout. Allez, merci beaucoup les amis pour ce dîner du dimanche finalement. On est vendredi. On va manger ce poulet froid, c'est tellement engueulé. Voilà, les frites sont froides, le poulet est froid, je suis désolée. C'était un dîner, mais pas du tout celui qu'on a coutume de donner. C'est ça. C'est dit, il y a un truc qui m'est revenu. C'est ça, oui. Le bissap, c'est la fleur d'hibiscus. Voilà ce que je me servirai quand je serai ministre. Très bien. Magnifique. Et pas présidente, ministre. Ministre, on commence Rien à voir avec la betterave, mais c'est pas grave. Vous mettrez un peu de ginseng. Voyez plus haut. Voilà. Je voulais être modeste comme mes camarades, mais c'est vrai que... Merci en tout cas Madi Saïli d'avoir été avec nous, conseillère en communication d'influence, auteur de Française venue d'ailleurs, publié chez Stock. Merci René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fond Presse. Merci Philippe encore pour cette belle semaine passée. Un grand bonheur. En votre on compagnie. Essaiera, en votre absence de pas trop chinoiser. Je vous laisse avec Philippe David toute la semaine et notre ma seconde, j'ai envie de dire. Stéphanie Demuru, on sera avec vous pendant toute la semaine. Et on l'embrasse d'ailleurs, et on vous embrasse. Cécile, on vous retrouvera également donc le 29 S'il ne me garde avril. pas, on ne sait jamais. Ah oui. Allez, je J'irai vous vous embrasse. chercher. Alerte, on l'aide. On vous apportera un peu de vous vrai.